Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans votre 7-8 Week-end. Voici les titres de ce vendredi 27 mai. C'est un important projet pour l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines qui est en train de se concrétiser. Les murs en béton et les 5 bassins du futur centre aqualudique intercommunal Elancourt-Maurepas se dessinent. Le futur équipement nommé Castalia devrait être livré d'ici 2022. Nous ferons le point sur l'avancée du chantier. Ce jeudi 27 mai se déroulait la journée nationale de la résistance. Dans les Yvelines, comment sauvegarde-t-on la mémoire de cette période? Élément de réponse avec la Fondation de la Résistance et son responsable du département Documentation et Publication, Franz Malassi. Enfin, côté loisirs cette semaine avec Célia Gatsongo, nous irons à la ferme de Gali pour se perdre dans un labyrinthe et nous vous proposerons aussi des idées cadeaux pour la fête des mères. C'est un gros projet dans l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines qui a fait beaucoup parler. Le chantier du futur centre aqualudique intercommunal Elancourt-Maurepas avance. Les murs en béton sont en train d'être montés et les 5 bassins ont déjà pris forme. On fait le point sur ce futur équipement avec Vicente Mérien Santisteban. Castalia, c'est le nom du futur centre aqualudique porté par les villes de Maurepas et Elancourt. Débuté avec un peu de retard, les travaux avancent pour l'instant comme prévu. On a passé toutes les phases d'autorisation administrative, etc., qui se sont passées pendant cette période Covid qu'on a connue. On va livrer à l'été 2022. Pour une activité commerciale aqualudique, l'important c'est d'ouvrir en été, on respecte. 5 bassins dédiés à des usages variés, dont un en extérieur qui commence à prendre forme dans le chantier. Apprentissage, baignade, sport santé ou bien-être, objectif, répondre aux attentes de chacun. De manière à justement être sur un équipement qui sera d'abord durable et qui répond vraiment aux besoins des différents types d'usagers, que ce soit les scolaires, les associations ou le grand public d'une manière générale qui cherche à avoir une activité soit sportive, soit de détente, soit ludique carrément. Il est entouré d'arbres, c'est vraiment dans un écrin de verdure, donc très profitable pour les habitants qui habitent à côté et qui profiteront en même temps de toute la verdure qu'il y a autour. Un projet qui mêle technologie et environnement à hauteur de 24 millions d'euros, dont la majorité est fournie par le concessionnaire. Le financement public est estimé à 11 millions d'euros. Il est réparti entre plusieurs acteurs. C'est un bel exemple de partenariat entre la région qui est en soutien d'un projet de territoire, donc avec l'agglomération, effectivement, avec la commune, avec le département, et c'est la façon dont on travaille maintenant systématiquement sur tout un tas de projets. La région aide ainsi à hauteur de 800 000 euros. En tant que porteur du projet, l'apport de Maurepas s'élève à 4 450 000 euros, dont 1 450 000 apportés par Saint-Quentin en Yvelines. La ville d'Elancourt apporte quant à elle 2 965 000 euros. Pour les futurs nageurs, l'entrée à Castalia ne sera pas aussi élevée. Les résidents des 2 communes paieront 5,40 €. Pour les autres, le tarif sera de 6,95 €. Comme je vous le disais en titre, ce jeudi 27 mai avait lieu la journée nationale de la résistance, une journée pour rendre hommage à ceux qui ont résisté durant la Seconde Guerre mondiale aux nazis. Pour en parler, nous accueillons en visioconférence avec nous Franz Malassi. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes le chef du département documentation et publication au sein de la Fondation de la Résistance. Tout d'abord, un peu d'histoire, on va rappeler le contexte. Cette journée nationale de la résistance, elle fait référence à la première réunion du Conseil national de la résistance, le CNR, qui s'est déroulée le 27 mai 1943. Jean Moulin, célèbre résistant, souhaitait instaurer ce conseil dans le but d'unifier les divers mouvements de résistance qui étaient souvent désorganisés pour pouvoir justement coordonner la résistance dans la France entière. Alors, Franz Malassi, en quoi est-ce important de célébrer cette journée ? Je pense que, comme vous venez de le dire, c'est un moment d'unification dans la résistance française, voulu par Général de Gaulle, pour justement renforcer celle-ci. Donc c'est Jean Moulin qui, en plein Paris occupé, rue du Four, va créer, organiser et rassembler donc les représentants de la résistance. Ce sont des mouvements, des partis politiques clandestins, mais aussi des syndicats. Et c'est un moment d'unité nationale. Pourquoi ? Parce que, après la guerre, eh bien, le programme qu'ils vont mettre en place en mars 1944 pour achever la guerre, mais aussi pour mettre en place des réformes socio-économiques, donc pour rétablir l'ordre républicain, mais
aussi modifier les structures sociales et économiques de la France, vont être véritablement un moment de cohésion nationale. Un grand moment de cohésion nationale. Il faut savoir que les ordonnances qui vont mettre en place la sécurité sociale, mais aussi qui vont nationaliser les houillères, vont être votées par l'ensemble des représentants donc de l'État, les représentants politiques, donc depuis la gauche jusqu'à la droite traditionnelle. Donc c'est véritablement un moment d'union, un moment de communion. On peut le comparer avec le 14 juillet que nous célébrons, puisque le 14 juillet fête à la fois la prise de la Bastille, mais aussi la Confédération, donc vraiment des grands moments d'unité nationale. Alors cette journée, c'est aussi l'occasion d'être donc unifié, vous l'avez dit, mais c'est aussi de véhiculer certaines valeurs, notamment le souci constant de la justice, la solidarité, la tolérance ou encore le respect d'autrui. C'est des valeurs qui font encore écho aujourd'hui selon vous? Bien sûr, bien sûr. Il faut savoir que depuis 60 ans existe un concours, ce qu'on appelle le Concours national de la résistance et de la déportation, créé en 1961, donc officialisé en 1961 par l'Éducation nationale, mais qui a été voulu en fait par des résistants à partir de 1955. Et ce concours, justement, permet d'une part de transmettre l'héritage que voulaient transmettre les résistants aux jeunes, mais aussi de transmettre les valeurs qui sous-tendaient leur combat. Des valeurs de justice sociale, comme vous venez de le rappeler, mais aussi des valeurs d'égalité. Il faut savoir que les résistants n'ont pas fait que combattre par les armes les nazis, mais ils ont voulu rétablir aussi les libertés fondamentales et rétablir la République. C'est le retour, justement, de l'État républicain. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très important. C'est un combat moral, un combat par les armes de l'esprit, mais surtout un combat moral pour rétablir la République. Et ça, je pense que par ce concours que ces associations ont mis en place et qui perdurent aujourd'hui, eh bien, c'est un moyen de rappeler justement les valeurs qu'il y avait derrière leur combat. Il faut savoir que c'est un concours qui est national, qui invite sur la base du volontariat, les collégiens et lycéens de toute la France à participer. Dans les Yvelines, on a énormément de participation. Moi-même, je participe au jury départemental. Et ce concours a aussi une particularité, c'est peut-être moins vrai maintenant, mais c'est de se faire rencontrer des acteurs de la résistance avec des jeunes. Donc c'est une rencontre intergénérationnelle assez unique. Et je tiens à saluer, là, présentement, Madame Jacqueline Fleury, qui est une actrice, qui est une résistante, déportée, qui était très jeune à l'époque, et qui a été vraiment dans les pionnières à animer ce concours au niveau national, et elle est toujours avec nous pour animer ce concours dans les départements des Yvelines. Et justement, on reprend cet entretien dans un instant, France Malassis, pour continuer à enseigner ces valeurs. Le mardi 4 mai dernier, la procureure de la République, Maryvonne Caillebotte, et le président du tribunal judiciaire de Versailles ont signé une convention avec la Fondation mémoriale de la Shoah. Objectif, prévoir des stages en cas de condamnation pour racisme ou antisémitisme. On écoute justement la procureure de la République de Versailles. Il s'agit en fait d'un stage de citoyenneté particulier qui est destiné à un public concerné par des infractions en lien avec le racisme et l'antisémitisme. Et les stages de citoyenneté, qui est une procédure qui est prévue depuis très très longtemps, puisque ça existe depuis 2003, ne cesse en fait de se développer. Alors, le stage est prévu sur 2 jours, il est gratuit. Il se déroule au Mémorial de la Shoah dans le Marais à Paris, qui est donc d'abord un musée, mais ils vont également rencontrer des rescapés de génocide, par exemple du génocide des Tutsis. Donc ils vont être directement confrontés à des paroles de personnes qui ont été concernées par le racisme notamment ou l'antisémitisme. L'intérêt de ce stage, c'est qu'effectivement maintenant on peut le prononcer à tous les stades justement de la procédure, soit ce qu'on appelle en pré-sententiel, donc en alternative aux poursuites, soit en post-sententiel, c'est-à-dire lorsque le tribunal a considéré que c'était une des modalités d'application de la peine.
la voie de la pédagogie en réalité, à sensibiliser, expliquer, faire comprendre. C'est de prendre conscience de ce que leur expression, qui peut être écrite, qui peut utiliser les réseaux sociaux, peu importe le support, a donc d'illégal et qu'elle ne peut pas perdurer pour que les citoyens aient la possibilité de vivre les uns avec les autres. Donc c'est apprendre la tolérance, apprendre l'interdit ou réapprendre l'interdit. Nous sommes toujours donc en visioconférence avec notre invité de ce 7-8 Week-end, Frans Malassi. Très rapidement, que pensez-vous de cette initiative, Frans Malassi ? Écoutez, je pense que c'est une très bonne initiative de voir quelles sont les racines du mal, donc de rappeler aux jeunes ce qu'est l'histoire. Là, on voit avec ce partenariat avec la Fondation pour l'art de la Shoah, donc le fait de rencontrer des témoins, non pas du génocide de la Seconde Guerre mondiale, mais du génocide Tutsi, c'est montrer aussi que, eh bien, c'est quelque chose qui, malheureusement, est un phénomène qui a frappé l'humanité sur tout le XXe siècle, de ne pas l'enfermer dans une période historique, mais montrer que, justement, ces formes de tolérance extrême, que sont les génocides, sont toujours condamnées, notamment par le tribunal pénal international. C'est toujours quelque chose qui fait suite, c'est-à-dire qu'il y a toujours une condamnation qui est opérée, et je pense que c'est bien d'évoquer quelle est l'histoire de cet antisémitisme aussi, de leur reparler également de ce qu'ont vécu des générations pendant la guerre, toutes ces générations donc victimes de la Shoah, et de montrer que leurs paroles ont un sens. Car avant d'être déportés, d'avoir été exterminés, eh bien, il y a toujours un élément de propagande. C'est ce qu'ont mis les nazis en avant pour ostraciser les juifs. Et ça, je pense que c'est quelque chose dont il faut qu'ils aient conscience. Leurs paroles les engagent. Et ça, je crois que c'est un très beau travail. Donner des injonctions à des jeunes, ça n'a pas toujours forcément une portée, on le sait bien, mais leur montrer les conséquences que peuvent avoir leurs actes et leurs paroles surtout. Ça, je pense que ça peut être très formateur et je soutiens, j'étais au courant de cette initiative, mais je trouve que c'est une très bonne initiative car elle fait preuve de pédagogie et je pense que en histoire, c'est toujours ce qu'il faut faire preuve de pédagogie. Être historien, c'est expliquer les faits, expliquer les cheminements qui ont amené à des conséquences aussi désastreuses que le génocide. C'est justement le rôle de la Fondation de la Résistance. Merci en tout cas à vous, Frans Malassi, d'avoir été avec nous pour ce 7-8 Week-end. Et après une semaine bien chargée, quoi de mieux que de se détendre le week-end, comme chaque vendredi, Célia Gatsongo vous propose ses idées sorties et loisirs. Cette semaine, nous allons nous perdre au labyrinthe. À la ferme de Galie à Saint-Cyr-l'École, leurs 4 labyrinthes ont rouvert avec 2 mois d'avance. Jusqu'au 30 octobre, ils accueilleront adultes et enfants les mercredis et les week-ends de 10h30 à 18h30. Bérangère Bourgoin y est allée faire un tour pour nous. On a commencé là, on a fait ça, donc on est là à peu près. Ouais. Donc la sortie, c'est là. Tous différents par rapport à l'année dernière, le labyrinthe des Oukilés, des illusions d'optique, celui des tracteurs ou encore des légumes sont accessibles à partir de 3 ans. Dès le mois de juin, de nouveaux labyrinthes viendront s'ajouter à cette liste. Donc ces différents labyrinthes qui pour l'instant sont au nombre de 4. C'est donc des petits labyrinthes, 2 petits pour les enfants et 2 qui sont un petit peu plus grands, donc qui ne peuvent pas faire seuls. Tout au long de leur parcours, les visiteurs doivent résoudre de petites énigmes. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y ait des petits panneaux avec des questions pour les enfants. Donc à l'entrée, on nous donne une petite feuille pour répondre à des questions. Donc ça pimente le parcours de plein de petites pauses ludiques, c'est très chouette. Des labyrinthes qui ne sont pas si simples. Au début, j'ai vu quelque chose, il y a une technique. En fait, il faut toujours poser sa main droite sur les haies. Et on arrivera toujours à la sortie, du coup j'ai essayé, mais ça m'a amené un cul-de-sac, ensuite un autre, enfin bref, ça marche pas du tout. Le réconfort après l'effort, les visiteurs peuvent faire une pause gourmande après les labyrinthes. Alors le coin des gourmands, donc c'est plusieurs petites choses qu'on va vendre ici en même temps que le labyrinthe du coup. Donc on a les glaces quand il fait beau et chaud. Sinon on a donc, comme vous le voyez derrière moi,
Donc plutôt des petites gourmandises chaudes, donc des beignets, des madeleines, des brioches perdues. À partir du 7 juillet, les labyrinthes seront ouverts tous les jours. Des nocturnes avec des soirées barbecue seront organisées sur réservation. Dimanche, c'est la fête des mères. Les plus organisés d'entre vous ont déjà leurs cadeaux depuis plusieurs jours. Vicente Maria Santisteban, bonsoir. Bonsoir. Alors vous avez pensé au retardataire et vous nous donnez quelques idées, c'est ça? Oui, exactement. La fête des mères, c'est une journée si particulière où, pour une fois, ce sont les enfants qui prennent soin de leur maman. Après une année passée enfermée chez soi, ce sont surtout des cadeaux type activités qui seront plébiscités. Si vous sentez que votre mère a besoin de se détendre un petit peu, vous pouvez d'ores et déjà réserver un massage, un soin au spa de l'hôtel de la Corniche à Rolleboise ou encore à l'atelier de massage à Versailles par exemple. Avec le beau temps, j'imagine qu'on peut faire aussi des activités en extérieur. Exactement Célia, donc il y a le déjà redevenu classique restaurant en terrasse, mais on peut aussi aller chercher dans le plus original. Il existe des ateliers pour découvrir les trésors de la nature, ça s'appelle Le temps de savoir-faire. Plusieurs activités sont proposées, ils durent de 2 à 7 heures dans la forêt de Marly. Et alors, quel est l'atelier le plus susceptible de plaire aux mamans? C'est probablement la découverte des plantes comestibles, une petite balade pour apprendre à ne pas se tromper entre les différents produits de la nature. Bohémond Flamand, fondateur du Temps des savoir-faire, nous en parle. Apprendre à être vraiment à l'aise sur la reconnaissance de plantes sauvages comestibles et ensuite comment on les prépare en cuisine. Parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que la plupart des plantes qu'on peut trouver dans une forêt comme la forêt de Marly dans laquelle on fait les animations, c'est des plantes parfois qui sont utilisées dans les plus grands restaurants gastronomiques puisqu'ils ont des goûts qui sont assez inattendus et un peu oubliés. D'autres activités comme la découverte de la vannerie, de l'argile, la fabrication d'objets comme le hochet ou une cuillère en bois sont proposés. Pour les prix, ils varient de 19 à 79 €, donc adaptables à tous les budgets. Vous pouvez retrouver toutes les informations sur letempsdesavoir-faire.com. Et comme cerise sur le gâteau, ou plutôt sur le cadeau, un petit bouquet de fleurs ne serait pas trop. Oui, très bonne idée. D'autant qu'il y a une fleur à la mode pour cette fête des mères, c'est la pivoine. Catherine Falampin, gérante des fleurs du Manet à Montigny-le-Bretonneux, nous explique pourquoi. C'est parce que c'est une fleur qui est très en vogue depuis quelques années. Et c'est une fleur que nous avons en gros pendant 1 mois. Souvent, elle commence au moment de la fête des mères. Nous, les clients, pratiquement toute l'année, nous demandent des pivoines. Les roses, nous en avons toute l'année. La pivoine, c'est 1 mois. Alors, on revient souvent sur la pivoine. On en profite puisque ça ne dure pas longtemps. Attention cependant, les stocks de ce dimanche risquent d'être un peu limités. Avec le mauvais temps de mai, la saison sera sûrement décalée d'environ 2 semaines. Rien ne vous empêche cependant de vous rabattre sur d'autres classiques comme les orchidées ou les roses qui font aussi leur petit effet. Merci beaucoup Vicente pour toutes ces idées. Et alors, est-ce que vous aimez de l'astronomie? Je vais au planétarium de temps en temps, mais ça s'arrête là pour tout dire. C'est très bien parce que en fait, le donjon de Houdan, l'astronomie est mise en valeur et mise en lumière jusqu'au 1er septembre. Des expositions seront présentées. Marthe Després, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes animatrice du patrimoine au donjon de Houdan. La journée du samedi 29 mai sera consacrée à Astre en Île-de-France. Le projet, promouvoir le lien entre la société, l'école, la recherche en astronomie. Alors 3 ateliers seront accessibles au grand public, c'est bien ça? Tout à fait, 3 ateliers. Il y aura un atelier exoplanète, un atelier météorite et un atelier planétaire. D'accord. Alors, en quoi ça consiste ces 3 ateliers? L'atelier planétaire, par exemple, qu'est-ce que c'est un planétaire humain? Alors, un planétaire humain, en fait, c'est sous forme de grandes bâches sur lequel il y a dessiné en fait les orbites des planètes autour du Soleil. Et selon un rythme, chacun incarne une planète et passe d'un point à un autre pour en fait refaire le tour du Soleil en fonction de son éloignement par rapport au Soleil et donc en fonction de sa vitesse. Donc il y aura 5 planètes plus une comète. Donc les visiteurs pourront incarner une comète et faire le tour du Soleil et les visiteurs qui regardent vont pouvoir en fait constater le mouvement des planètes autour du Soleil et puis ensuite on échangera. Il y aura les observateurs d'un côté et il y aura ceux qui feront les planètes de l'autre. Ça c'est pour le planétaire. Et ce sont des ateliers pour les enfants, adaptés pour les enfants? Oui, alors à partir du CP, on va dire, donc ce sont des ateliers aussi bien pour les enfants que pour les adultes, les 3. L'atelier exoplanète est un petit peu plus technique, donc c'est peut-être plus pour les adultes
Mais si les enfants sont là, les adultes peuvent ensuite reprendre l'explication. Et puis les animateurs des associations qui sont là et donc qui ont porté ce projet d'Astre en Île-de-France seront là et savent très bien s'adapter aux différents publics. Et justement, qui sont ces animateurs ? Alors, c'est l'association FHOU, l'association Vigiciel et l'association la Société astronomique de France qui seront là, et puis l'association Le Donjon de Houdan, donc, qui en fait reçoit avec plaisir toutes ces associations pour parler d'astronomie. Alors, il y a aussi une conférence avec l'astrographe Jean-François Gély, dimanche 30 mai à 17h. Est-ce que vous pouvez un peu m'en parler ? Voilà, alors Jean-François Gély, c'est un astrophotographe et il est animateur scientifique à l'Observatoire de Saint-Véran, dans le Queyras. Il fait des photos très techniques de paysages nocturnes, ce qui est quand même pas évident parce qu'il faut à la fois photographier le ciel de nuit et à la fois photographier l'environnement qu'il y a autour. Donc, ce sont des très belles photos de montagne. Donc, il va nous expliquer comment il réalise ces photos lors de cette conférence. Très bien. Et vous avez aussi une exposition permanente, la place de l'humain dans l'espace et le temps. De quoi s'agit-il ? Alors, il s'agit de redonner la place de l'humain dans l'espace et le temps, parce que moi qui fais de l'astronomie depuis 20 ans et qui suis animatrice scientifique, je me suis rendu compte que les gens n'avaient pas une bonne idée de la façon dont les choses sont agencées, aussi bien dans l'espace, dans cet univers qui paraît absolument immense, et en même temps dans le temps, puisqu'on a du mal à se situer un petit peu. Donc j'ai voulu faire cette exposition pour redonner place de l'humain dans cet espace qui est à la fois très grand et dans ce temps qui nous semble infini. C'est une façon de se réapproprier un peu le ciel en montrant qu'on en fait partie, que nous sommes réellement des enfants de l'univers et des enfants des étoiles, et en même temps peut-être prendre un peu de recul justement sur l'existence de l'espèce humaine pour peut-être acquérir un peu plus de sagesse et de modestie et moins penser qu'on est le centre du monde et qu'on occupe une planète plus que les autres espèces, par exemple. Donc, ça a un petit côté un peu philosophique et puis un petit côté aussi un peu écologique aussi, quelque part. Et donc, l'exposition est à retrouver jusqu'au 1er septembre, c'est ça ? Tout à fait, dans le donjon jusqu'au 1er septembre. Très bien, mais merci beaucoup Marthe Després d'avoir été notre invitée. Et pour finir cette page loisirs, je vous propose une idée de sortie pour ce week-end. Le golf national à Guyancourt lance une nouvelle fois sa grande braderie le 28, 29 et 30 mai, de 9h à 18h45, le dimanche de 9h à 16h. Des milliers d'articles seront à prix réduit. Les plus grandes marques de golf seront représentées pour des remises jusqu'à moins 60%. Et l'émission continue avec Éléonore pour parler de l'actualité. Comme chaque semaine, votre rendez-vous en partenariat avec les Surligneurs. On écoute Vincent Couronne, fondateur des Surligneurs et docteur en droit à l'Université Versailles-Saint-Quentin. Une fois n'est pas coutume, je vais vous parler aujourd'hui d'un homme politique qui a dit quelque chose de plutôt vrai. Enfin, ce qu'il a dit interroge sur l'adéquation entre le droit et l'application du droit. Le garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, puisque c'est de lui dont il s'agit, a réagi à une accusation de laxisme de l'opposition en matière de protection des femmes victimes de violences conjugales. Cela faisait suite au meurtre de cette femme à Mérignac, brûlée vive par son mari. Le ministre de la Justice a déclaré à l'Assemblée nationale que son gouvernement en avait fait bien plus que les gouvernements précédents en matière de protection face aux violences conjugales. Si on regarde du strict point de vue du droit, il a tort, car parmi les mesures qu'il cite, l'ordonnance d'éloignement du conjoint violent a été mise en place en 2004 sous la présidence de Jacques Chirac, le bracelet anti-rapprochement en 2010 par Nicolas Sarkozy et le téléphone grave danger, lui, a été mis en place par François Hollande en 2014. Mais du point de vue de l'application de ces mesures, il a plutôt raison, tant ces dispositifs ont manqué de moyens ou été mal calibrés par les gouvernements précédents. Le gouvernement actuel a considérablement renforcé ces outils. Le bracelet peut être désormais imposé avant la condamnation du conjoint violent. Le téléphone
téléphone peut être fourni à une personne en danger sans attendre une mesure d'éloignement du conjoint. Quant à l'éloignement du conjoint, justement, il doit être décidé plus rapidement. Alors, qu'est-ce que cette affaire nous dit de notre droit ? D'une part, que toute nouvelle mesure est rarement parfaite. Il faut du temps pour voir ses effets, pour éventuellement l'adapter. Mais aussi et surtout, adopter une mesure sérieuse et efficace, ça prend du temps. Ce que les citoyens qui veulent une réponse rapide ont souvent du mal à admettre, et ça réclame des moyens, ce que le politique a, lui, du mal à prévoir. C'est la fin de votre 7-8 week-end. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine. Passez une très bonne soirée et un très bon week-end.